Je ne détachai pas mon regard de la grande éraflure qui lui traversait le front, juste au-dessus des sourcils. Ses yeux clairs, ses cheveux châtains, lui tombant jusqu'aux épaules, le col relevé de son manteau. À cause de l'heure tardive et de cette pénombre autour de nous, je la trouvai telle qu'elle était dans le quart de police l'autre jour. Elle a passé son index sur l'éraflure au-dessus des sourcils, et de nouveau, elle avait son sourire ironique. Pour une première rencontre, m'a-t-elle dit, c'était un peu brutal. Elle me fixait droit dans les yeux, en silence, comme si elle voulait deviner mes pensées, et cette attention, je ne l'avais jamais rencontrée chez personne. J'ai eu l'impression que vous aviez fait exprès de traverser au mauvais moment place des Pyramides. Ce n'était pas mon opinion. J'avais toujours résisté au vertige. Je n'aurais jamais pu me lancer dans le vide du haut d'un pont ou d'une fenêtre, ou même sous une voiture comme elle semblait le croire. Pour moi, au dernier moment, la vie était toujours la plus forte. Je ne crois pas que vous étiez dans votre état normal. Elle jetait de nouveau un regard sur ma canadienne et le mocassin déchiré à mon pied gauche. J'avais refait le pansement de mon mieux, et pourtant mon aspect ne devait pas être très engageant. Je me suis excusée de me présenter comme cela. Oui, j'avais hâte de reprendre forme humaine. Elle m'a dit à voix basse « Il faudrait simplement que vous changiez de canadienne et peut-être aussi de chaussures. » J'étais de plus en plus en confiance. Je lui ai avoué que ces dernières semaines, j'avais essayé de la retrouver. Ce n'était pas facile avec le nom d'une rue, mais sans le numéro. Alors, j'avais cherché tout autour, dans le quartier, sa Fiat, couleur vert d'eau. Vert d'eau ? Elle paraissait intriguée par cet adjectif, mais il figurait en toutes lettres sur le procès-verbal que m'avait fait signer Solière. Un procès-verbal ? Elle n'était pas au courant. Je le gardais toujours dans la poche intérieure de ma canadienne et je le lui ai montré. Elle l'a lu en fronçant les sourcils. Ça ne m'étonne pas. Il a toujours été méfiant. Il m'a donné aussi une certaine somme d'argent. C'est un homme généreux, m'a-t-elle dit. J'aurais voulu savoir quel était le lien exact entre elle et ce Solière. Vous habitez square de l'Albonie ? Non, c'est l'adresse d'un des bureaux de M. Solière. Chaque fois, elle prononçait ce nom avec un certain respect. Et l'avenue Albert Demain ? À ma grande honte, j'avais l'air d'un flic qui lance, pour déconcerter un suspect, une question à laquelle il ne s'attendait pas. C'est l'un des appartements de M. Solière. Elle ne s'était pas démontée du tout. Comment connaissez-vous cette adresse ? Je lui ai dit que j'avais rencontré ce Solière l'autre jour dans un café et qu'il avait fait semblant de ne pas me reconnaître. Il est très méfiant, vous savez, il croit toujours que les gens lui en veulent, il a beaucoup d'avocats. C'est votre patron ? J'ai regretté aussitôt cette question. Je travaille pour lui depuis 2 ans. Elle m'avait répondu d'une voix calme, comme s'il s'agissait de quelque chose de banal, et ça l'était sûrement. Pourquoi chercher du mystère là où il n'y en avait aucun ? L'autre nuit, j'avais justement rendez-vous avec M. Solière, place des Pyramides, dans le hall de l'hôtel Regina. Et puis, au moment où j'arrivais, il y a eu notre accident. Elle avait hésité sur le mot, elle regardait ma main gauche. Quand la voiture m'avait renversée, je m'étais écorché au dos de cette main. Ma blessure était presque cicatrisée. Je n'y avais jamais mis de pansement. Alors, si je comprends bien, M. Solière est arrivé au bon moment. Il marchait vers nous, cette nuit-là, d'un pas lent, dans son manteau de couleur sombre. Je me demandais même s'il n'avait pas une cigarette au coin des lèvres. Et cette fille avait rendez-vous avec lui
dans le hall de l'hôtel. Moi aussi, j'avais eu des rendez-vous avec mon père dans ces halls d'hôtel qui se ressemblent tous et où le marbre, les lustres, les boiseries et les canapés sont en toc. On s'y trouve dans la même situation précaire que dans la salle d'attente d'une gare, entre deux trains, ou dans un commissariat de police, avant l'interrogatoire. Il paraît que ce n'est pas un enfant de cœur, lui ai-je dit. Qui? Solière. Pour la première fois, elle semblait vraiment gênée. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Des affaires. Elle avait baissé la tête, comme si je risquais d'être choquée par cette réponse. Et vous êtes sa secrétaire? Si vous voulez, mais plutôt à mi-temps. Là, sous la lumière de l'applique, elle semblait plus jeune que dans le car de police. C'était sans doute le manteau de fourrure qui la vieillissait l'autre nuit. Et de toute manière, après le choc, je n'avais pas tous mes esprits. J'avais cru cette nuit-là qu'elle était blonde. Et ce n'est pas un travail trop compliqué? Je voulais vraiment tout savoir, le temps pressait. À cette heure-là, ils allaient peut-être fermer le restaurant. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait des études d'infirmière, m'a-t-elle dit, et elle parlait de plus en plus vite, comme si elle avait hâte de me donner des explications. Et puis j'ai travaillé, infirmière à domicile, j'ai rencontré monsieur Solière. Je n'écoutais plus, je lui ai demandé son âge, 26 ans. Elle avait donc quelques années de plus que moi, mais il était improbable qu'elle soit la même femme que celle de Fossombrone-la-Forêt. J'essayais de me souvenir du visage de cette femme ou de cette jeune fille quand elle était montée dans la camionnette et qu'elle m'avait pris la main. Dans mon enfance, j'ai eu un accident qui ressemblait à celui de l'autre nuit, à la sortie d'une école. Et à mesure que je lui racontais cela, je lui parlais moi aussi de plus en plus vite. Les mots se bousculaient. Nous étions deux personnes qu'on a mises en présence pour quelques minutes dans le parloir d'une prison et qui n'auront pas le temps de tout se dire. J'ai pensé que la fille de la camionnette, c'était vous. Elle a éclaté de rire. Mais ce n'est pas possible. À l'époque, j'avais 12 ans. Un épisode de ma vie, le visage de quelqu'un qui m'avait sans doute aimé, une maison. Tout cela basculait pour toujours dans l'oubli et l'inconnu. Un endroit qui s'appelait Fossombrone-la-Forêt, un docteur d'ivoire. Je crois que je l'avais dit à voix basse, pour moi-même. Je connais ce nom, m'a-t-elle dit, c'est en Sologne. Je suis née dans la région. J'ai sorti de la poche de ma canadienne la carte Michelin du Loir-et-Cher que je gardais depuis plusieurs jours. Je l'ai dépliée sur la nappe. Elle paraissait inquiète. « Vous êtes née où ?» lui ai-je demandé. « À la Versanne. » Je me suis penchée sur la carte. La lumière de l'applique n'était pas assez forte pour que je puisse déchiffrer tous ces noms de villages en si petits caractères. Elle a penché la tête, elle aussi. Nos fronts se touchaient presque. « Essayez de trouver Blois, m'a-t-elle dit. Légèrement sur la droite, vous avez Chambord. Plus bas, c'est la forêt de Boulogne et Bracieux. Et à droite, la Versanne. » Il était facile de s'orienter grâce à la tache verte de la forêt. Voilà, j'avais trouvé la Versanne. « Vous croyez que c'est loin, de Fossombrone, à une vingtaine de kilomètres. La première fois que je l'avais découvert sur la carte, j'aurais dû souligner à l'encre rouge le nom de Fossombrone-la-Forêt. Maintenant, je l'avais perdu. « C'est sur la route de Milancey, m'a-t-elle dit. » Je cherchais la route de Milancey, je parvenais enfin à lire tous les noms des villages, Fontaine-en-Sologne, Montgiron, Marcheval. Si vous y tenez un de ces jours, je pourrais vous faire visiter la région, m'a-t-elle dit en me fixant d'un regard perplexe. Je me suis de nouveau penchée sur la carte. Il faudrait quand même repérer le chemin qui va de la Versanne à Fossombrone.
et je m'enfonçais de nouveau le long des routes départementales. Je traversais au hasard des villages, le Plessis, Tréfontaine, Boisardière, La Viorne. Au bout d'une petite route sinueuse, j'ai lu Fossombrone-la-Forêt. Et si on y allait cette nuit? Elle a réfléchi un instant, comme si ma proposition lui semblait naturelle. Pas cette nuit, je suis trop fatiguée. Je lui ai dit que je plaisantais, mais je n'en étais pas sûre. Je ne pouvais détacher les yeux de tous ces noms de hameaux, de forêts et d'étangs. J'aurais voulu me fondre dans le paysage. Déjà à cette époque, j'avais le sentiment qu'un homme sans paysage est bien démuni, une sorte d'infirme. Je m'en étais aperçue très jeune à Paris, quand mon chien était mort et que je ne savais pas où l'enterrer. Aucune prairie, aucun village, pas de terroir, pas même un jardin. J'ai replié la carte et je l'ai enfoncée dans ma poche. Vous habitez avec Solière? Pas du tout. Simplement, je m'occupe de ses bureaux et de son appartement quand il est absent de Paris. Il voyage beaucoup pour ses affaires. C'était drôle. Mon père lui aussi voyageait beaucoup pour ses affaires, et malgré tous les rendez-vous qu'il m'avait donnés dans des halls d'hôtels et des cafés de plus en plus lointains, je n'avais pas compris de quelles affaires il s'agissait. Les mêmes que Solière? Vous venez souvent ici, lui ai-je demandé. Non, pas souvent. C'est le seul endroit qui reste ouvert très tard dans le quartier. Je lui ai fait remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup de clients, mais d'après elle, il venait bien plus tard dans la nuit. De drôles de clients, m'a-t-elle dit. Pourtant, dans mon souvenir, ce lieu me semble abandonné. J'ai même le sentiment qu'elle et moi, cette nuit-là, nous nous y étions introduits par effraction. Nous sommes là, l'un en face de l'autre, et j'entends l'une de ces musiques étouffées d'après le couvre-feu sur lesquelles on danse et l'on vit quelques instants de bonheur en fraude. Vous ne croyez pas qu'après la brutalité de notre première rencontre, nous devrions faire plus ample connaissance? Elle avait prononcé cette phrase d'une voix très douce, mais avec une diction ferme et précise. J'avais lu que c'était en Touraine que l'on parlait le français le plus pur. Mais à l'entendre, je me demandais si ce n'était pas plutôt en Sologne, du côté de la Versanne et de Fossombrone-la-Forêt. Elle avait posé sa main sur la mienne, ma main gauche, dont la blessure achevait de se cicatriser, sans que j'aie eu besoin d'y mettre un pansement. Dans la rue, un voile s'était déchiré. La carrosserie de la voiture brillait sous la lune. Je me suis demandé si ce n'était pas un mirage ou l'effet de l'alcool que j'avais bu. J'ai tapoté la carrosserie à la hauteur du capot pour vérifier que je ne rêvais pas. Un jour, il faudra que je fasse réparer tout ça, m'a-t-elle dit en me désignant le pare-choc et l'aile endommagée. Je lui ai avoué que c'était dans un garage que l'on m'avait mis sur la trace de sa voiture. « Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour rien, m'a-t-elle dit. Depuis 3 semaines, elle était garée devant chez moi. J'habite 2 square Léon Guillot, dans le 15e arrondissement. » Ainsi, nous n'habitions pas très loin l'un de l'autre. Porte d'Orléans, porte de Vanves. Avec un peu de chance, nous aurions pu nous rencontrer là-bas, dans cet arrière-pays. Cela aurait simplifié les choses. Nous étions tous les deux du même monde. Je me suis assis sur le capot. Et maintenant, si vous rentrez dans le 15e, ce serait gentil de me ramener chez moi. Mais non. Elle m'a dit que cette nuit, elle devait dormir dans l'appartement de Solière,
avenue Albert Demain, et y demeurer quelque temps, pour que cet appartement ne reste pas inhabité en son absence. Lui, Solière, il était parti en voyage d'affaires à Genève et à Madrid. Si je comprends bien, vous avez un travail de gardienne et de veilleur de nuit, si vous voulez. Elle a ouvert la portière de droite pour que j'entre dans la voiture. Après tous ces jours et toutes ces nuits passées à errer dans le quartier, cela me semblait naturel. J'étais même persuadée que j'avais déjà vécu cet instant en rêve. Il faisait très froid brusquement, un froid sec qui donnait un éclat et une limpidité à tout ce qui était autour de nous, la lumière blanche des lampadaires, les feux rouges, les façades neuves des immeubles. Dans le silence, je croyais entendre le pas régulier de quelqu'un qui se rapprochait de nous. Elle m'a serré le poignet, comme l'autre nuit, dans le quart de police. « Vous vous sentez mieux ?» m'a-t-elle dit. La place du Trocadéro était beaucoup plus étendue et déserte que d'habitude, à cause du clair de lune. Nous n'en finissions pas de la traverser, et cette lenteur me procurait une sensation de bien-être. J'étais sûre que si je regardais les fenêtres noires, je percerais l'obscurité des appartements comme si je pouvais capter les infrarouges et les ultraviolets. Mais je n'avais pas besoin de me donner cette peine. Il suffisait de se laisser glisser sur la pente que j'avais remontée l'autre nuit avec le chien. « Moi aussi, m'a-t-elle dit, j'ai essayé de vous retrouver, mais à la clinique, ils n'avaient pas votre adresse. Paris est grand, il faut faire attention. Des gens comme nous finissent par se perdre. » Après le palais de Chaillot, elle a tourné à droite, et nous avons longé des bâtiments massifs dont on aurait dit qu'ils étaient à l'abandon. Je ne savais plus dans quelle ville je me trouvais. Une ville que ses habitants venaient de déserter, mais cela n'avait aucune importance, je n'étais plus seule au monde. La pente était plus abrupte et descendait jusqu'à la Seine. J'ai reconnu l'avenue Albert Demain, le jardin autour de l'aquarium et la façade blanche de l'immeuble. Elle s'est garée devant la porte cochère. Vous devriez venir voir l'appartement. C'est au dernier étage. Il y a une grande terrasse et une vue sur tout Paris. Et si Solière revient à l'improviste? Chaque fois que je prononçais le nom de ce fantôme, j'avais envie de rire. Je ne gardais que le souvenir d'un homme en manteau sombre, dans le panier à salade, puis dans le hall de la clinique et dans le café du quai. Valait-il la peine d'en savoir plus? J'avais l'intuition qu'il était de la même espèce que mon père et que tous ceux que je remarquais autrefois dans son entourage. On ne peut rien savoir de ces gens-là. Il faudrait consulter les rapports de police que l'on a dressés à leur sujet, mais ces rapports, écrits pourtant dans une langue si précise et si claire, se contredisent les uns les autres. À quoi bon? Depuis quelque temps, il se bousculait tant de choses dans ma pauvre tête, et cet accident avait été un tel événement pour moi. Ne craignez rien, il ne risque pas de revenir dans l'immédiat. Et même s'il revenait, ce n'est pas un méchant homme, vous savez. Elle a de nouveau éclaté de rire. Il habite ici depuis longtemps? Je ne pourrais pas vous répondre avec exactitude. Elle avait l'air de se moquer gentiment de moi. Je lui ai fait remarquer qu'il n'était pas dans l'annuaire, à l'adresse de l'avenue Albert Demain. « C'est fou, m'a-t-elle dit, comme vous vous donnez du mal pour trouver des certitudes. D'abord, il ne s'appelle pas vraiment Solière. C'est le nom qu'il utilise dans la vie courante. Et vous connaissez son vrai nom? Moravski. Ce nom avait une consonance familière, sans que je puisse très bien savoir pourquoi. Il figurait peut-être dans le carnet d'adresse de mon père. Et même sous le nom de Moravski, vous ne trouverez rien dans l'annuaire. Vous croyez que cela a vraiment de l'importance? Elle avait raison. Je n'avais plus tellement envie de regarder dans l'annuaire. Je me souviens
que nous avons fait quelques pas dans les allées du jardin, autour de l'aquarium. J'avais besoin de respirer à l'air libre. D'ordinaire, je vivais dans une sorte d'asphyxie contrôlée, ou plutôt je m'étais habituée à respirer à petits coups, comme s'il fallait économiser l'oxygène, surtout ne pas se laisser aller à la panique qui vous prend quand vous avez peur d'étouffer. Non, continuez de respirer à petits coups réguliers et attendre que l'on vous enlève cette camisole de force qui vous comprime les poumons, ou bien qu'elle tombe peu à peu d'elle-même en poussière. Mais cette nuit-là, dans le jardin, je respirais à fond pour la première fois depuis longtemps. Depuis Fossombrone-la-Forêt, cette époque de ma vie que j'avais oubliée. Nous étions arrivés devant l'aquarium. On devinait à peine le bâtiment dans la pénombre. Je lui ai demandé si elle l'avait déjà visité. Jamais. Alors, je vous y emmènerai un de ces jours. C'était réconfortant de faire des projets. Elle m'avait pris le bras, et j'imaginais près de nous tous ces poissons multicolores tournant derrière les vitres dans l'obscurité et le silence. Ma jambe était douloureuse et je boitais légèrement. Mais elle aussi, elle portait son éraflure sur le front. Je me suis demandé vers quel avenir nous allions. J'avais l'impression que nous avions déjà marché ensemble au même endroit, à la même heure, en d'autres temps. Je ne savais plus très bien où j'étais le long de ces allées. Nous atteignions presque le sommet de la colline. Au-dessus de nous, la masse sombre de l'une des ailes du palais de Chaillot, ou plutôt un grand hôtel d'une station de sport d'hiver de Langadine. Je n'avais jamais respiré un air si froid et si doux. Il me pénétrait les poumons d'une fraîcheur de velours. Oui, nous devions nous trouver à la montagne, en haute altitude. « Vous n'avez pas froid, m'a-t-elle dit. Nous pourrions peut-être rentrer. » Elle serrait le col relevé de son manteau. Rentrer où? J'ai eu quelques secondes d'hésitation. Mais oui, dans l'immeuble, au bord de l'avenue, qui descendait vers la Seine. Je lui ai demandé si elle comptait y habiter longtemps. Environ 1 mois. Et Moravski? Oh, il sera absent de Paris pendant tout ce temps-là. De nouveau, il m'a semblé que ce nom était familier. L'avais-je entendu dans la bouche de mon père? J'ai pensé à ce type qui m'avait appelé un jour de l'hôtel Palim et dont la voix était brouillée à cause des grésillements du téléphone. Guy Roussotte. Nous avions un bureau avec votre père, m'avait-il dit. Roussotte. Moravski, lui aussi, apparemment, avait un bureau. Ils avaient tous des bureaux. Je lui ai demandé ce qu'elle pouvait bien faire avec ce Moravski que l'on appelait Solière dans la vie courante. Je voudrais en savoir plus, je crois que vous me cachez quelque chose. Elle gardait le silence, puis elle m'a dit brusquement « Mais non, je n'ai rien à cacher. La vie est beaucoup plus simple que tu ne le crois. » Elle m'avait tutoyé pour la première fois. Elle me serrait le bras et nous longions le bâtiment de l'aquarium. L'air était toujours aussi froid et léger à respirer. Avant de traverser l'avenue, je me suis arrêtée au bord du trottoir. Je contemplais la voiture devant l'immeuble. L'autre soir, quand j'étais venue seule ici, cet immeuble m'avait semblé abandonné et l'avenue déserte comme si personne n'y passait plus. Elle m'a dit encore une fois qu'il y avait une grande terrasse et une vue sur tout Paris. L'ascenseur montait lentement. Sa main s'est posée sur mon épaule.
et elle m'a chuchoté un mot à l'oreille. La minuterie s'est éteinte. Il ne restait plus au-dessus de nous qu'une lumière de veilleuse.